Salut à tous et bienvenue, c'est toujours le bif, toujours deuxième semaine, le mardi, et nous sommes aujourd'hui avec notre copain Rémi Fréchette. Back from Quebec. Alors Rémi, on l'a rencontré l'année passée au bif aussi, tu présentais ton film Les Jaunes, qu'on n'a toujours pas vu, mais tu nous as ramené une copie du DVD. Il est temps que vous le regardiez, les mecs. Mais parce qu'en plus on voulait le faire dans les connards, figure-toi. Du coup, qu'est-ce qu'on a été voir ce mardi? The Exclusive de Demon Revealed. C'était un film assez intéressant, c'était un thriller comique qui parlait d'un journaliste en fait qui est pris dans une sorte de mensonge médiatique autour d'un serial killer. Et c'était vraiment intéressant de voir ce point de vue-là. Des médias qui jouent avec la police et la police qui est en train de glaner des infos chez les médias. Il y avait vraiment un côté très critique, je trouvais, du côté policier, du côté médiatique. Sincèrement, un bon divertissement de quand même 1h30, 2 heures, je crois. C'est du coréen, donc il y a quand même le 10 minutes, quart d'heure un peu long du cinéma coréen dans la fin de ce film. Mais très bon film. J'ai pas vu le film. Je suis ici pour rien, en fait. Je suis ici juste pour être beau. Quant à moi, j'ai pas grand chose à rajouter. Je dirais que le film était effectivement un petit peu trop long et cette longueur était compensée par l'esthétique qui était magnifique. Je sais pas ce que t'en... Mais voilà. Comme tous les thrillers coréens, j'ai envie de dire, qui tient assez en haleine, il était assez punchy malgré tout. Enfin voilà, c'est pas un film exceptionnel, mais c'est un film tout à fait réussi. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a été voir? On a été voir un des films les plus attendus du bif, à savoir Yoga Hosers. No! De Kevin Smith. Qu'est-ce que toi t'en as pensé, Rémi? Bon, allons-y. Kevin Smith, pour moi, c'est quand même une idole. Ça fait environ 7 ans que j'écoute ses podcasts. Donc, j'ai une bonne connaissance de son univers. Il y a plusieurs podcasts. Voilà. Il y a plusieurs podcasts. Donc, Smodcast, le classique, Hollywood Babylon, Fat Man on Batman. Il y a une belle série, puis c'est très, très divertissant. Et depuis un certain temps, Kevin Smith décide de faire des films à partir de ses podcasts. Donc, suite à... je pense que c'était Red State, le premier, où il s'inspirait un peu de son univers qu'il développe dans les podcasts. Puis après ça, il a fait Tusk l'année dernière, ou il y a 2 ans, un truc comme ça. Puis Yoga Hosers, c'est peut-être le plus autoréférentiel sur ses podcasts. Ce qui arrive, c'est que si on n'écoute pas ces podcasts-là, je crois qu'on comprend juste pas les blagues dans le film. Bref, c'est un film tellement centré sur son propre nombril que le film fonctionne pas, malheureusement. Par exemple, ce qu'on peut donner comme exemple, c'est que vers la fin du film, spoilers, il y a un méchant nazi qui est joué par Ralph Garman, qui fait le podcast avec lui, Hollywood Babylon. Ralph Garman, dans le podcast, il va lire les emails envoyés par les fans. Il va les lire avec des voix, avec des imitations. Donc, il va faire Al Pacino, il va faire Arnold Schwarzenegger. Et dans le film Yoga Hoser, Ralph Garman est là et il fait ce personnage de nazi et il fait ses voix de Al Pacino et Arnold Schwarzenegger. Mais ça n'a aucune place dans le film. Ils ont essayé de le justifier avec un petit motif, mais ça n'a aucune place. Mais bon, ça, c'est des détails, mais disons que le problème global du film, c'est que c'est un film d'action qui a aucun rythme. C'est surtout dans le dialogue, il y a des bonnes blagues dans les dialogues, mais les dialogues font aucun sens et il n'y a aucun rythme dans les scènes d'action. Mais je suis vraiment d'accord avec Rémi, c'est beaucoup trop parlant, ça parle du début à la fin. Toutes les références, et c'est... À mon sens, le vrai problème du film, toutes les références sont textuelles. Il y en a très peu qui sont imagées. Et en termes d'action, pourquoi est-ce que c'est mou? Tout simplement parce que c'est sur les 10 minutes de la fin, quand je suis allé à la toilette, qu'il y avait toutes les scènes d'action. Avant ça, il n'y avait rien. Il y avait que des bonnes blagues. Il y avait peut-être 2 scènes d'action. Et oui, je suis allé à la toilette parce que la salle riait, la salle était mitigée. Il y avait ceux qui riaient, ceux qui connaissaient bien Kevin Smith. La salle était très silencieuse, en fait. D'après moi, là, pour un public du bif, ce genre de film-là, la salle était hyper silencieuse. On s'attendait à avoir beaucoup plus d'action. Puis, tu sais, Kevin Smith le dit dans les podcasts, il voulait faire un film pour sa fille de, elle a 17 ans, mais il a dit, je voulais faire un film pour les filles de 14-15 ans, qui allaient regarder ça. Un public que j'ai jamais touché, mais en même temps, comme... Finalement, ça touche personne, ce film-là. Ça va juste nulle part. Ça va partout, mais en même temps nulle part. Donc, c'est un peu ça le problème. Et donc voilà, c'était dommage de montrer ça. La salle, effectivement, très silencieuse pour un bif.
Et ce qui m'a fait complètement décrocher du film. J'ai compris certains trucs référentiels, certains d'autres trucs j'ai certainement pas compris parce que je connais pas bien Kevin Smith. En fait, le truc, c'est que moi, j'étais pas du tout un public impartial pour ce film, pour la simple bonne raison que Kevin Smith fait partie de mes réalisateurs préférés depuis longtemps. J'adore son univers, j'adore à peu près tout ce qu'il fait. Il y a très peu de choses qu'il a faites qui m'ont déplu. Comme Cop Out et Jersey Girl. Oui. Mais du coup, effectivement, j'ai capté pas mal de références. J'ai passé un bon moment, même dans les caméos du film. Il y avait une chier de gens. Rémi va nous dire qui était dedans. Il y avait Stan Lee, il y avait Jason Mewes, il y avait la mère de Kevin Smith est dedans. En fait, au début, il y a des clients qui rentrent dans le magasin, puis j'ai fait c'est la mère de Kevin Smith. Il faut être vraiment fan pour spotter la mère de Kevin Smith dans le décor, là. Et donc, du coup, il y avait aussi Harlem Orstein de Epic Mealtime. Du coup, c'est. Ce mec-là, ce qui est mec-là. de Montréal. C'est vrai? Qui est de Montréal, oui. Ah oui. Puis il était dans son dernier aussi. On essaiera de pas oublier Johnny Depp. Mis à part ça, c'est super doux. Des nazis au Québec aussi. Des nazis au Québec en forme de saucisse. Wunderbar! Mais donc voilà, c'est un film un peu sans queue ni tête, surtout sans tête. Moi j'ai passé un très bon moment, mais je sais pas vous expliquer pourquoi en fait. C'était juste... des fois on est devant un film, on ne sait pas, et c'est comme ça, voilà. J'ai eu énormément de plaisir, mais c'est un très mauvais film en fait. C'est ça l'affaire, c'est que je suis très conscient que c'est un mauvais film, puis que je suis très, très conscient que personne dans la salle n'a vraiment... trippé sur le film, désolé pour mes expressions québécoises. Hein. Bonjour la scientologie. Donc on devait mater Seoul Station, malheureusement on a eu un empêchement, mais Rémi l'a fait, donc il va nous en parler. Sophie, un petit mot ou tu préfères te... Non, un petit mot pour Sophie. Donc je dégage. Voici Sophie Grèche. Qui es-tu, Sophie? Je suis scénariste, je viens d'écrire mon premier long métrage avec Rémi. Et puis l'année dernière je travaillais au BIF, donc je suis une vraie habituée. Voilà, c'est tout. Puis on va parler de Seoul Station, donc je pense que c'est un en fait film de zombies, un des films de zombies parmi la programmation du BIF, il y en avait eu quand même plusieurs. Qu'est-ce qu'il y avait de différent dans ce film de zombies? Alors en fait, pas vraiment ce qu'il y avait de différent, mais il y avait un vrai retour aux sources avec ce film de zombies qui, il faut le préciser, est en animation. D'ailleurs en animation assez particulière parce que la 3D des personnages est un mélange de 3D et de dessin, ce qui donne une articulation assez particulière, mais le fond est vraiment en peinture et vraiment plus traditionnel. Après, moi, ce qui m'a plu dans ce film, c'est que c'est un retour aux sources du film de zombies, c'est-à-dire que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un film de zombies avec un vrai message politique derrière. Donc ça parlait vraiment des rapports sociaux en Corée, et donc c'était vraiment intéressant de le replacer dans ce contexte-là, parce que aujourd'hui, le zombie, plus que d'être un message politique, c'est un phénomène de masse, et on le voit notamment avec les séries. Et ici, ça revenait un peu aux origines. Donc le film n'est pas parfait, mais il avait au moins cet honneur-là, on va dire, de revenir à ça. En fait, c'est plus la structure classique du film de zombies qui revenait, qui est un peu chiante, disons, parce qu'on en a à la pelletée des films de zombies. Surtout au BIF, on en a vu déjà, je sais pas, 4-5 depuis le début du festival. Donc, on s'habitue à voir les films de zombies. Mais celui-ci, moi, je lui donne un +1, vu que c'est en animation. Pour moi, c'est quand même c'est toujours un petit plus de voir de l'animation, de voir tout le travail qu'il y a eu en arrière. Mais effectivement, avec la portée politique. Et il y a un très bon twist, en fait. Oui. On s'attend pas à un twist dans un film qui a une construction aussi classique. Mais il y a un très, très bon twist qui nous fait apprécier le film. Et puis, vous allez nous parler de quoi? De Intruders? De toute façon, j'ai pas énormément à en dire, étant donné que c'était le dernier film de la soirée, que je sens l'accumulation depuis le début des 2 semaines et que je me suis un tout petit peu endormi. J'ai néanmoins suivi le début, l'exposition, tout ce qui va bien. Donc c'est en gros l'histoire de cambrioleurs qui arrivent dans une maison où nous avons une agoraphobe, claustrophobe. Agoraphobe. Bon, elle est agora-claustrophobe, voilà. Donc c'est vraiment une maison d'intrusion, comme The House at the End of the World, ou ce genre de choses, The Last House on the Left, voilà, The Last House on the Left, ce genre de truc. À gauche! Tu t'es endormi à combien de temps dans le film, en fait? Après 20 minutes, une demi-heure. Donc, quand elle commence à se rebeller. Est-ce que t'as vu le twist?
Mais j'ai commencé à voir qu'elle commençait à se rebeller, et puis je me suis vachement endormi. J'ai commencé à la voir courir. Pour moi, c'est un des meilleurs films qu'on a eu au BIF cette année. Puis je comprends pas que ce mec-là s'est endormi. Peut-être qu'il avait juste trop bu, puis il a fallu qu'il s'endorme dans la salle. Mais honnêtement, Intruder, c'était un excellent film. Puis en fait, c'est assez simple. Faut pas le prendre au deuxième degré parce que c'est un film qui vit juste en soi. Il y a pas de gros développement autour du film. On n'a pas à se creuser la tête. Mais bon, voilà, il y a les cambrioleurs qui débarquent et la fille doit se rebeller contre eux. Et en fait, il y a un gros revirement de situation au premier quart du film et c'est elle qui les enferme dans la maison. Donc à ce moment-là, tout dégénère et c'est eux qui sont les souris prises dans le piège. Il y a par contre des revirements, des punchs un peu faibles, disons, où on essaie de trop creuser les personnages pour ce que c'est. Parce que c'est un film qui est quand même assez simple de base. Donc, à ces moments-là, quand on essaie d'aller trop profondément dans la psyché des personnages, on se perd un peu. Parce que reste que le film, c'est juste un bon divertissement. Mais voilà, moi, j'ai beaucoup apprécié. T'aurais pas dû dormir, c'était quand même bon. Et donc, sur ces doux mots, on va vous laisser. On vous dit santé et à la prochaine. Et à demain.